Ma terre au verger de la Chope, c'est une terre argileuse. Beaucoup de problèmes avec cette terre qui se révèle beaucoup plus compliquée à cultiver que le loam sableux que nous avons ici. On a des terres dans 4 municipalités. À Saint-Roch, on a une terre qui est plus problématique. Elle a un problème d'infiltration d'eau. Elle est toujours prête à semer plus tard, puis ses rendements ne sont pas à la hauteur. Je me suis entouré pour trouver une solution à ce problème. L'appel de l'appel. 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 C'est sûr qu'une solution facile et coûteuse serait de doubler les drains. Je veux m'assurer cependant que c'est la bonne solution à ce problème-là. On l'a déjà nivelé en 2015 avec un système laser. Peut-être qu'un rafraîchissement de nivellement avec un système GPS serait de mise. La Chope à légumes, c'est une ferme maraîchère biodiversifiée. On produit pour environ 600 abonnés, une soixantaine de sortes de légumes sur 2 sites, un site principal ici, à Saint-Esprit, et sur un autre site à 2 km d'ici. C'est un site qu'on a acheté il y a 2 ans et sur lequel on produit des cultures maraîchères et des cultures de verger. Bien, ici, à la ferme, on cultive 660 hectares, principalement maïs, soya, blé de printemps, blé d'automne. Il peut y avoir des haricots secs qui se glissent dans la rotation. On fait l'engraissement de porc ici sur l'entreprise. Les lisiers de ceux-ci servent à fertiliser nos champs. Bien, souvent, quand on nous appelle pour un problème au champ, on a le réflexe de penser insectes, maladies, carence minérale, donc azote, phosphore, potassium. Mais si on regarde un peu plus loin puis qu'on creuse, ben on se rend compte des fois que c'est pas juste ces éléments-là, mais aussi l'air qui manque dans le sol. Si le sol est trop gorgé d'eau, en fait, les racines vont pas aller se développer dans la section gorgée d'eau. Ils vont pas chercher tous les nutriments puis le potentiel qu'ils peuvent atteindre. Dans un sol en santé, on aimerait ça qu'il y ait normalement 50 % de matière minérale, puis un 25 % d'air, puis un autre 25 % d'eau. C'est sûr que durant la saison, la nappe phréatique, elle va varier. Il y a des cultures qui vont être à l'aise dans un 30 cm de sol, mais il y en a d'autres où on va avoir besoin d'aller au-delà du 1 mètre avec de la porosité, mais aussi la nappe qui va être abattue jusqu'à ce niveau-là. L'eau, c'est un élément fondamental en agriculture. Le défi, c'est d'en avoir au bon moment, ni trop, ni pas assez, puis en plus au bon endroit. Donc, autant en surface qu'en profondeur. Dans un contexte de changement climatique, on fait face à des événements pluvieux extrêmes qui sont longs et intenses, puis on fait aussi face à des sécheresses. Donc, le sol, c'est la réserve, c'est là où on va être capable d'accueillir le plus d'eau possible, puis en même temps, d'avoir les outils pour que les excédents puissent quitter rapidement et efficacement. Au printemps, la nappe phréatique, elle est haute au Québec. C'est comme ça partout. Puis le drainage souterrain a permis de jouer sur un phénomène naturel qui est juste trop lent par rapport à nos besoins agricoles. La série Sainte-Rosalie, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on la voit chez 2 producteurs différents, donc dans 2 différents contextes. On est vraiment dans une plaine argileuse là, de la vallée du Saint-Laurent. On est dans la série Sainte-Rosalie. C'est un glissol humicortique, donc ça devrait être surtout de couleur grise. On devrait voir des marbrures. On pourrait avoir une belle structure de sol, fait que ça va être un sol qui va être quand même assez perméable. On peut regarder les cartes sur InfoSol. On peut aller sur le site internet de l'IRDA aussi, où on peut avoir les données brutes. Ou on peut aller consulter directement aussi l'information qui est dans les études pédologiques, qui est souvent très intéressante. Et ici, on est dans l'étude pédologique de l'Assomption et de Montcalm. Je suis allée voir sur InfoSol pour regarder principalement la topographie, fait que les courbes de niveau, l'écoulement, la présence de cuvettes. Puis ces données-là, bien, elles sont disponibles grâce aux données LIDAR. Fait qu'il faut vérifier en quelle année le relevé LIDAR a été fait. Dans le champ présent, c'est en 2018. Donc, M. Marcellet n'a pas renivelé après 2018. Donc, ce sont des données qui sont fiables. Ce qu'on se rend compte, son champ, d'abord, il y a plus d'1 kilomètre. Puis, il y a 2 sorties d'eau principales, une au nord et une au sud. En ce moment, ce qu'on constate, c'est qu'elle a de la difficulté à sortir vers le nord.
Elle a de la difficulté à sortir dans à peu près 800 mètres du champ parce qu'il y a 2 principaux butons, en fait. C'est comme ça qu'on va déterminer où on va creuser les profils de sol. Puis aussi, j'ai trouvé l'ancien plan de drainage qui date de 1971 où on voit que les drains sont à un écartement de 45 pieds. Je propose qu'on fasse 2 profils dans le champ. Donc, un dans la zone où est-ce que ça va bien, où est-ce que sur la butte, en fait. Puis l'autre, en bas de la butte, où est-ce que l'eau doit descendre sur le 800 mètres et essayer de sortir à ce moment-là. Puis c'est un peu là que Mathieu a dit que les rendements étaient moins bons aussi, que c'était toujours un peu plus frais. Bon, ben on sort les pelles. Quand on soupçonne une problématique de gestion de l'eau, bien, c'est par la couleur qu'on va voir si on a une problématique soit d'eau souterraine ou d'eau de surface. La couleur est très associée à l'aération, puis l'aération est très associée à l'eau. Donc, quand il y a beaucoup d'eau, il y a moins d'aération, puis c'est là où on retrouve plus de bleuté, de gris. C'est comme ça qu'on sait que l'eau reste longtemps. Donc là, on va regarder l'horizon de surface, l'horizon A. L'horizon de surface, ça fait à peu près 23 cm de profondeur. Normalement, là, la structure, vraiment, la surface, dans les premiers pouces, là, elle est généralement là, présente. On a une structure, comme ici, on a une structure qui est quand même assez arrondie, grossière quand même, mais elle est présente. Par contre, de 10 cm là, jusqu'à 45 cm de profondeur, là, on a une structure qui est massive. Ça se défait pas en agrégat. À partir de 45 cm de profondeur, là, on a vraiment une structure là, typique de la série Sainte-Rosalie, c'est-à-dire une structure qui est très granulaire, qui est très friable également. On voit de la porosité. On peut dire qu'ici, il n'y a pas vraiment de problématique de nappe phréatique parce qu'on voit justement ces marbrures-là. Fait que ça concorde avec ce qu'on avait vu sur les cartes. Ce qu'on pense, c'est que l'eau circule dans le sens de la longueur du champ, puis là, elle est bloquée par la butte. Elle doit sortir sur le côté. Elle a de la difficulté à s'infiltrer, puis ça, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que malgré toutes les bonnes pratiques, quand tout le champ est prêt à cultiver, à semer, ben à ce moment-là, on y va. Puis c'est là où on peut créer de la compaction. Ici, l'entreprise font du semi-direct depuis plusieurs années. Fait que dans les premiers centimètres, là, jusqu'à 5 cm, on voit, comme Catherine l'a dit, une certaine structure. Les racines se développent bien là-dedans. En deçà du 5 cm, là, on a un sol qui est beaucoup plus massif, là. Donc, les racines ici poussaient vraiment de façon horizontale, ne sont pas descendues dans le profil. La masse volumique apparente, quand on fait un profil de sol, on peut la faire à différents horizons en fonction de ce qu'on voit comme structure. Puis, ça peut mettre un chiffre sur la densité ou la compaction des différents horizons ou couches de sol. Ici, on a fait les masses volumiques apparentes dans le profil où est-ce que c'était plus problématique. Donc, dans les premiers centimètres, 0 à 5 cm, on a eu un résultat de 1,23 g par centimètre cube. Dans la zone plus compacte, on était à 1,63 cm3, ce qui est plus élevé que la valeur pouvant empêcher l'enracinement. Donc, ça nous montre qu'il y a vraiment une problématique là, dans cette zone-là de sol qui est plus compacte. C'est important de creuser jusqu'à 4 pieds, surtout quand on fait un diagnostic qui a un lien avec le drainage souterrain, parce qu'on veut voir comment se comporte le sol jusqu'au drain. Il y a 70 % de l'eau qui rentre dans les drains, qui rentre par en dessous. Un drain souterrain, ça fonctionne bien dans un sol profond, donc un sol où l'eau circule autant au-dessus que sous les drains. On arrive à 4 pieds, là, puis oui, la matrice du sol est grise, mais on a toujours des belles marbrures, là. Donc ici, en résumé, on a de la compaction qui empêche l'eau de surface de s'infiltrer. Effectivement, puis on voit aussi qu'on n'a pas de problème de nappe phréatique trop élevée. Donc, le réseau de drainage souterrain fonctionne, c'est pas ça l'enjeu non plus. Pour notre deuxième profil, on est maintenant sur le haut de la petite butte. Donc, on va voir ce que ça nous dit au niveau du sol. Fait que c'est sûr que c'est un sol qui, naturellement, va mieux se drainer parce qu'il y a plus de fragments et de sable. La structure, elle se dévoile très bien naturellement. Regardez comment c'est friable, là. Puis même en profondeur, on a encore une belle porosité. C'est encore friable. Le sol a un grand potentiel de faire des agrégats puis de laisser bien s'infiltrer l'eau. Exact. S'il n'est pas compacté. Si on regarde les racines aussi, ça, on voit qu'il s'en allait plus vers la profondeur, là.
On est dans la même série de sols que le producteur qu'on a vu ce matin, qui a souvent besoin de drainage souterrain. Sur forêt ouverte, avec les écoulements préférentiels issus du Lidor, on voit que l'eau descend du boisé par les fossés, puis qu'elle traverse le champ. Parce qu'il y a un point bas dans le champ qui est quand même assez marqué. Ici, on est dans un champ qui n'est pas drainé souterrainement. On a une nappe qui est quand même haute pour le mois d'octobre. Quand on a des événements de pluie, on dépasse la capacité d'infiltration du sol. Quand c'est des événements qui sont forts puis rapides, il y a beaucoup d'eau qui part par la surface. Ici, on se trouve à l'exutoire du champ, à la jonction d'un fossé puis d'un cours d'eau. C'est suffisamment profond pour mettre des sorties de drain si on en a besoin. Puis c'est suffisamment profond aussi pour pouvoir entretenir le fossé pour qu'il soit plus efficace. On se rend compte que le fossé, de ce côté-là du champ, il y a beaucoup de végétation dedans, puis il aurait besoin d'être entretenu pour qu'il soit vraiment plus efficace. Le fossé avec le voisin aussi, on se rend compte qu'il n'est pas très efficace, mais lui, il gère juste un peu d'eau parce qu'il y a un gros buton là, sur le dessus du champ. On arrive sur la partie haute du champ, puis c'est là où on se rend compte de l'ampleur de la baisseur là, qui est entre le verger puis ce point haut-là. C'est là où le producteur a fait 2 rigoles pour essayer de sortir l'eau de surface. Ici, on voit bien que l'eau du fossé est stagnante puis elle n'est pas capable de sortir. L'eau, par la topographie naturelle, a le goût de traverser dans le champ. Fait que ça, c'est un enjeu. Il va falloir peut-être mettre un avaloir. Il va falloir peut-être forcer plus cette pente-là de fossé. Mais clairement, ici, on le voit, il est super large. Il y a tout le temps de l'eau à l'intérieur. Il y a beaucoup de plantes aquatiques. Ça, c'est un fossé qui n'est pas efficace. Ici, on peut supposer qu'il y a de l'eau, puisqu'on retrouve des plantes indicatrices comme le souchet comestible. Ça nous donne toujours une idée de ce qu'on peut retrouver un peu plus dans le sous-sol quand on observe comme il faut ce qu'il y a au-dessus. On va mesurer la hauteur de la nappe, les filles, tout de suite. Comme ça, quand on va gratter, on ne va pas changer cette hauteur-là. Ouais. 26 pouces. Une fois qu'on a mesuré cette hauteur-là, on va nettoyer le profil parce qu'on va aller chercher les couleurs. Jusqu'à 12 cm, on a un horizon qui est brun, foncé, pas vraiment de marbrure. Mais c'est pas long qu'on arrive, puis c'est gris, là. On voit que c'est même humide, puis il y a des marbrures. C'est un signe, justement, que des fois, la nappe, elle vient vraiment à la surface du sol, ici, là. Puis après ça, là, on va aller voir notre horizon B, justement. Donc là, la matrice, elle est grise, voire bleutée, même, je vous dirais. Hein? On a quand même des marbrures, qui signifient qu'une fluctuation. Puis plus je m'approche de la nappe, là, j'ai de moins en moins de marbrures, même que c'est bleu, là. Ouais, c'est bleu. Ouais. Fait que ça, ici, on est dans un milieu presque totalement anoxique, là, ici. La structure de sol, dans l'horizon de surface, il y a un petit peu de compaction. Mais aussitôt que j'arrive dans l'horizon B, je vous dirais là, qu'on retrouve la structure Désirée. Désirée. En surface, là, le gros du volume racinaire est vraiment dans cette première zone-là. Ensuite, il y en a quelques-unes, mais sont vraiment très minimes. L'horizon de surface, ça devrait toujours être d'un brun égal. On ne devrait jamais retrouver de zone grise, de signes anoxiques à l'intérieur de cet horizon-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est la structure naturelle du sol sous cette couche-là. Puis c'est même écrit dans la littérature que les argiles Sainte-Rosalie répondent très bien au drainage souterrain. Je pense que ça va être important de faire du drainage souterrain, puis tes rendements vont vraiment s'améliorer, puis probablement que ça va être un investissement rentable. Si on plante des arbres à fruits, on pourrait voir avec toi, ça serait quoi le plan d'implantation pour pouvoir positionner les drains souterrains pas directement en dessous des rangées d'arbres. Parfois, les fossés qui sont profonds, 3-4 pieds, ils servent à gérer la nappe phréatique, donc à rabattre la nappe. Ils peuvent parfois être remplacés par un drainage souterrain, mais des fois aussi, ils gèrent l'eau qui vient de l'amont ou l'eau qui vient des voisins, donc de l'eau de surface. À ce moment-là, il ne faut pas les remplir parce qu'ils servent vraiment à ce que l'eau sorte du champ. Ça va prendre un nivellement là, pour que l'eau, partout, que chaque goutte d'eau qui tombe sur le champ puisse bien sortir du champ. On a un problème aussi avec la baisseur. Il va falloir qu'on regarde ensemble là, si on met un avaloir. Aujourd'hui, la nappe est à 26 pouces.
Ce qu'on aurait voulu dans un champ drainé, c'est qu'elle soit à 3 ou 4 pieds, dépendamment de la profondeur des drains. Ouais. Donc 39 pouces ou même plus creux. Donc il va vraiment falloir la baisser. Puis la solution, c'est le drainage, c'est ça? Oui. Bon, ben Mathieu, on a fait le tour, on a fait des profils de sol. Ce qu'on a constaté, c'est que le réseau de drainage souterrain semble efficace. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de redoubler les drains. Ce que je suggère, c'est que vous commenciez par faire une micro-topographie du champ pour avoir le détail là, des élévations. Puis ensuite, à l'ordinateur, vous allez être capable de voir comment vous voulez déplacer le sol dans le but de s'assurer que l'eau se rend jusqu'au réseau hydraulique. Je pense qu'une tranchée filtrante, ça pourrait être une bonne idée. Habituellement, les producteurs qui sont en semi-direct, donc comme toi, là, qui bouge pas beaucoup le sol, c'est des aménagements qu'ils apprécient parce que ça dure longtemps. Donc, le but, c'est de se connecter sur un drain latéral, le plus bas, puis de monter là, un drain dans le sens contraire de l'écoulement de l'eau, à peu près à 2,5 pieds de profondeur, puis tu remplis ça de sable grossier, filtrant, puis t'en mets là, un bon 20-30% de plus parce que ça va s'affaisser. Puis comme ça, ben ton eau de surface qui est pas capable de quitter à cause du bouton, ben, elle va emprunter la tranchée filtrante puis elle va sortir. Le nivellement, c'est rough pour la structure du sol. On peut essayer d'aller vers une culture de couverture avec quelques espèces pour avoir des racines fasciculées, d'autres plus pivotantes pour aller bien explorer le profil de sol. Il faudrait aussi, post-nivellement, retourner faire des profils de sol, voir les zones où est-ce qu'on pourrait avoir besoin de sous-soler, puis au besoin le faire dans des conditions vraiment secs, puis déterminer à quelle profondeur aussi le faire. Dans l'ordre des opérations, ça peut être intéressant, après le nivellement, de semer les cultures de couverture, de les laisser pousser un petit peu, puis de sous-soler dedans pour que les racines colonisent les craques de sous-solaire. Je pensais doubler les drains ici, mais en creusant, on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire, que le réseau de drainage était suffisant. Fait que ici, pour 30 hectares, je vais économiser environ 140 000 $. Fait que c'est pas négligeable. Bien, c'est sûr que là, on va commencer par la microtopographie pour faire un nivellement dans des bonnes conditions quand le sol est sec. Après ça, suite à ça, implantation de culture de couverture. Ça, c'est un automatisme. C'est sûr qu'une tranchée filtrante ici, dans le point le plus bas, ça serait une bonne idée. Amener l'eau au système de drainage. C'était une bonne idée aujourd'hui de sortir la pelle. À la ferme, on utilise la pelle pour toutes sortes d'usages, mais des profils de sol, on n'en fait pas si souvent. Ça prend pas un pédologue pour creuser des trous, mais ça prend un pédologue pour nous former à comprendre le sol. Le sol est un milieu vivant et dynamique. En fait, de creuser, ça nous permet beaucoup d'apprendre sur la santé du sol. Notre devise, c'est creuser un peu, apprendre beaucoup. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup de réponses quand on prend la pelle. Le sol, c'est votre richesse. Alors, je vous conseille de creuser avant d'investir. L'eau, ça laisse des traces dans le sol. C'est pour ça qu'il faut faire un profil pour aller observer les couleurs. Pour ça, il faut creuser. Ça prend la pelle. Malgré le fait que la terre soit notre principal actif, on prend pas le temps de faire assez de profils de sol. Bon, j'espère qu'on a bien creusé la question aujourd'hui. C'était too much? L'appel. Ah, OK, faut... Ah oui! Ah, faut que je dise l'appel de l'appel.